Bienvenue, chers étudiants, à ce dernier cours, ce dernier enregistrement concernant les modes de gestion des services publics par les personnes privées. On va donner un exemple concret, c'est celui de la concession. La concession est un procédé par lequel une personne publique, dite autorité concédante, confie à une personne physique ou morale, appelée concessionnaire, le soin d'installer et de gérer un service public sous le contrôle de l'autorité concédante, moyennant une rémunération qui consiste le plus souvent dans des redevances que le concessionnaire percevra sur les usagers du service. C'est un procédé avantageux pour la collectivité, car au lieu de se charger elle-même de ce travail d'équipement et de fonctionnement, elle passe un contrat avec un particulier ou plus souvent une société qui s'engage à construire tout ce qui est nécessaire à acquérir le matériel, à le faire fonctionner. Et généralement, le contrat prévoit une clause selon laquelle les installations reviendront gratuitement à l'autorité concédante en fin de concession. La concession a eu beaucoup de succès au XIXe siècle. Ce système a été largement utilisé pour les chemins de fer et en général les transports en commun, l'éclairage public, la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, les pompes funèbres, construction et exploitation des autoroutes. Toute concession se matérialise dans un contrat qui, généralement d'ailleurs, se divise en deux parties, une convention et un cahier des charges. La concession est un texte relativement bref dans lequel sont posés les principes essentiels. Le cahier des charges est un texte détaillé et technique qui règle les conditions de fonctionnement du service public. Alors, on va traiter tout d'abord les principes généraux qui régissent la concession du service public. La concession de service public est bâtie sur deux idées antithétiques, dont l'équilibre constitue toute la théorie du contrat de concession. Il s'agit, d'une part, d'un service public qui doit fonctionner dans l'intérêt général et sous l'autorité de l'administration, d'autre part, d'une entreprise capitaliste comportant, dans la pensée de celui qui est à sa tête, le maximum de profit possible. Quant au choix du concessionnaire, il est de règle que le concédant a le libre choix du concessionnaire. Cette solution est liée à l'importance de la personne du concessionnaire, l'intuit personné, pour la gestion d'un service, l'amenant à collaborer pendant une longue période avec l'administration. Alors, qu'en est-il des obligations du concessionnaire? Ces obligations peuvent être résumées en une formule. Il doit faire fonctionner le service de la manière la plus stricte. Il n'est exonéré de cette obligation que par la force majeure stricte sensu. Le fait que le service est en perte, que l'exploitation procure un déficit, ne délie pas le concessionnaire de l'obligation de faire fonctionner le service, sauf théorie de l'imprévision. L'administration a à sa disposition des sanctions pour obliger le concessionnaire à faire fonctionner le service. Ces sanctions sont de deux ordres. Certaines sont prévues dans le cahier des charges et n'appellent pas d'observation particulière. Mais ce qui est important, c'est que la jurisprudence décide que, même en l'absence de clause expresse du cahier des charges, l'administration a de plein droit à sa disposition certaines sanctions. Elles consistent tout d'abord, outre les amendes qui peuvent être infligées aux concessionnaires, conformément aux prévisions du cahier des charges, dans la mise sous séquestre, qui, malgré son nom, est tout simplement la substitution de l'administration au concessionnaire dans l'exécution du service pour un temps donné. Autrement dit, l'administration s'empare du matériel du concessionnaire, utilise le personnel du concessionnaire et gère en ses lieux et places aux frais du concessionnaire. La deuxième sanction ou procédé, c'est la déchéance. La déchéance qui prive le concessionnaire des droits qu'il tient du contrat de concession. En principe, la déchéance doit être prononcée par le juge à la demande de l'administration. Mais cette règle n'est pas d'ordre public. Le contrat de concession peut prévoir que l'autorité concédante ou une autre autorité peut prononcer unilatéralement la déchéance, sous réserve, évidemment, du contrôle du juge.
La déchéance ne peut être prononcée que pour manquement grave du concessionnaire. Bien entendu, ces sanctions ne peuvent être prises que si elles sont justifiées et après une mise en demeure. Mise sous séquestre et déchéance sont en réalité destinées à sanctionner les manquements généraux du concessionnaire à ses obligations et notamment l'arrêt du service. Le concessionnaire doit réaliser des modifications du service exigé par l'autorité concédante. L'arrêt Compagnie générale des tramways du Conseil d'État du 11 mars 1910 pose la règle que le concessionnaire doit se plier aux modifications du service exigé par l'autorité concédante dans l'intérêt général, même si elles contredisent les clauses du cahier des charges. L'autorité concédante aura le droit, par exemple, s'il s'agit de l'exploitation d'un réseau de tramways, d'exiger des départs plus fréquents et par conséquent une augmentation de matériel roulant si les besoins de la population le nécessitent. Voilà donc brièvement les obligations du concessionnaire. Il s'agit maintenant de voir quels sont ses droits. Les droits du concessionnaire sont liés à sa qualité d'entreprise, soit privée ou, le cas échéant public, qui espère réaliser des bénéfices grâce à l'exploitation du service qui lui est confié. Certains droits sont cependant plus liés aux nécessités du service qu'à l'avantage du concessionnaire. Ainsi, la mise à sa disposition de biens de l'administration, le recours à l'expropriation, l'établissement des servitudes sont essentiellement destinés à la réalisation du service public. D'autres, comme la protection du concessionnaire contre la concurrence par l'exclusivité qui lui est consentie, sont de l'intérêt du service autant que du concessionnaire. Les avantages financiers qui sont l'essentiel des droits du concessionnaire lui profitent évidemment au premier chef. Ils sont déterminés par le contrat de concession lui-même. Le cahier des charges fixe le tarif des redevances que le concessionnaire perçoit sur les usagers. Les clauses tarifaires comportent souvent des clauses de variation automatique ou de révision impliquant une nouvelle négociation, auquel l'administration concédante ne peut s'opposer sans engager sa responsabilité. L'équilibre financier que déterminent les clauses de la concession peut se trouver mis en cause par des événements ultérieurs. Le concessionnaire peut demander son rétablissement selon des principes qui, s'ils s'appliquent à tous les contrats administratifs, trouvent dans la concession une illustration particulièrement importante. L'équilibre financier est d'abord l'expression de la volonté des parties. Quand, par exemple, s'agissant d'une concession de transport, le concessionnaire a contracté l'obligation d'assurer chaque jour un certain nombre de départs du terminus des lignes, il a considéré, eu égard, les avantages qu'il pourrait retirer de l'application du tarif. Il est évident que les parties n'ont attaché une importance décisive ni au nombre de départs ni au tarif lui-même, mais à la corrélation qui existait entre eux, à l'idée ainsi avancée que le contrat présentait des chances de bénéfice pour le concessionnaire. Il est par conséquent normal d'admettre que ni le tarif ni les clauses relatives au fonctionnement du service ne sont intangibles, pourvu que l'équilibre initial qui est lié entre eux soit sauvegardé. La seconde raison qui justifie l'idée de l'équilibre financier est que cet équilibre est dans l'intérêt du service lui-même. Il est bien évident que si l'administration usait de son pouvoir de modification des obligations du concessionnaire sans lui accorder d'indemnité, ou même s'il se désintéressait du fonctionnement financier de la concession, des déficits persistants pourraient amener le concessionnaire à cesser le service. L'idée de l'équilibre financier doit être combinée avec une autre. C'est qu'il y a dans tout contrat de concession un aléa normal, à l'intérieur duquel les prévisions des parties ne sont pas déjouées. Une légère perte pour le concessionnaire, un bénéfice supérieur à celui que l'administration avait cru lui laisser, ne sont pas nécessairement en dehors de l'équilibre financier du contrat de concession.
puisque celui-ci comporte nécessairement une inconnue qui est l'aléa que comporte toute entreprise de ce genre. Parlons maintenant des modifications de l'équilibre financier du contrat de concession. Cette modification de l'équilibre financier du contrat de concession peut être due par l'autorité concédante. Alors, dans ce cas-là, cette modification de l'équilibre financier par l'autorité concédante peut se produire de diverses façons. L'autorité concédante modifie directement les conditions d'exécution du service. Il impose un service plus onéreux. Pour reprendre un exemple souvent cité, il exige un tarif, c'est l'administration qui exige un trafic plus abondant en fréquence et en matériel pour un réseau de transport. Dans ce cas-là, les choses sont extrêmement simples. L'autorité concédante doit indemniser le concessionnaire des conséquences de cette modification. Il pourra le faire, par exemple, par une augmentation des tarifs, à condition que cette augmentation ne provoque pas une diminution de la consommation des usagers. Et il pourra le faire tout simplement par le versement direct d'une indemnité. L'autorité concédante aggrave indirectement la situation du concessionnaire par une mesure qui, bien que ne se rattachant pas au fonctionnement de la concession, intéresse celle-ci de façon spéciale. L'exemple s'est trouvé dans les hypothèses où, après avoir conclu un contrat de concession avec une compagnie de gaz, une commune mettait des droits d'octroi particulièrement élevés sur le charbon à l'entrée de la commune, ce qui avait évidemment pour effet d'imposer une charge nouvelle et spéciale dont il n'avait pas été tenu compte dans le contrat de concession. Dans ce cas, la jurisprudence considère que la mesure prise frappant spécialement le concessionnaire doit donner lieu à indemnisation de la part de l'autorité concédante. Il peut se faire que le concessionnaire soit atteint non pas par une mesure visant le fonctionnement de la concession ou frappant spécialement le concessionnaire, mais par une mesure générale prise par l'autorité concédante. C'est le cas des concessionnaires de l'État lorsque les impôts, directs ou indirects, sont aggravés par la loi. Dans ce cas-là, le concessionnaire n'est pas frappé spécialement en raison de sa concession. Il est dans la situation de tous les entrepreneurs qui se trouvent sur le territoire et qui se trouvent atteints par l'aggravation de la fiscalité. Il n'aura pas droit à une indemnité, sauf le cas où l'aggravation des conditions générales d'exploitation, fiscalité, loi sociale, etc., bouleverserait réellement le fonctionnement du contrat et son équilibre financier. Parce que, alors, on se trouve dans l'hypothèse de l'imprévision. Qu'en est-il de la théorie de l'imprévision? Quelques détails concernant cette théorie. La modification de l'équilibre financier, indépendamment de l'autorité concédante, met en cause la théorie de l'imprévision. Deux cas peuvent se présenter. Modification due à des circonstances économiques. Il peut se faire que les circonstances économiques qui avaient présidé à l'élaboration du contrat de concession soient bouleversées. On a ici l'affaire l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 30 mars 1916 dans l'affaire du gaz de Bordeaux. Deux considérations guident cette relation. La première, essentielle, est celle de la continuité du service. Il est évident que, théoriquement, la compagnie peut continuer à exploiter quelques semaines, quelques mois peut-être, mais il viendra un moment où, en présence des pertes qu'il subit, il devra s'arrêter et que le service sera interrompu. Donc, la continuité de service exige que l'autorité concédante vienne au secours du concessionnaire, mais il exige aussi que le concessionnaire, sous prétexte d'imprévision, n'arrête pas le service. La deuxième considération est la suivante. Lorsque les parties ont contracté, elles ont certes envisagé un aléa. La ville n'a pas entendu garantir à la compagnie du gaz que celle-ci ferait toujours des bénéfices, mais ils ont envisagé un aléa normal, prévisible. Ils n'ont pas envisagé les circonstances absolument imprévisibles qui ont été constituées par la guerre et surtout que le bouleversement économique de celle-ci a entraîné. Ces considérations ont conduit aux solutions suivantes.
Lorsque les circonstances économiques modifient les conditions d'exécution d'un contrat de concession, il n'y a pas lieu au jeu de la théorie de la prévision si ces modifications ne dépassent pas l'aléa normal que les parties devaient prévoir. Ce n'est qu'à partir du moment où il y a véritablement un bouleversement de l'économie du contrat que la théorie de l'imprévision entre en jeu. À ce moment-là, se pose le problème de savoir qui s'y portera les charges extra-contractuelles. C'est l'expression consacrée, entraînées par les modifications des conditions économiques extra-contractuelles parce que précisément il s'agit des charges imprévisibles que les parties n'ont pas pu envisager au moment de la passation du contrat. L'autorité concédante doit, par une indemnité, collaborer à la couverture du déficit. Dans ce cas-là, d'ailleurs, l'indemnisation ne doit pas couvrir la totalité du déficit. Il faut en effet tenir compte de ce qu'il existait, un aléa normal, qu'en tout état de cause, le concessionnaire devait ou devrait supporter. Il faut aussi considérer que, même dans des circonstances économiques bouleversées, le concessionnaire doit lui aussi participer à la couverture des pertes entraînées par celles-ci. Modification de l'équilibre financier due à une autorité publique autre que l'autorité concédante. Il peut se faire que ce soit une autorité extérieure à l'autorité concédante qui modifie les conditions d'exécution du contrat de concession. Par exemple, une concession accordée par une commune se trouve bouleversée par une réglementation nouvelle intervenue en matière sociale ou en matière fiscale de la part de l'État. Ou encore, et c'est plus grave, une concession communale se trouve paralysée parce que la réglementation des prix ne permet pas d'augmenter les tarifs nécessaires à l'équilibre de la concession. Dans ce cas, on retrouve la théorie de l'imprévision, la modification des conditions d'exécution de la concession par une autorité étrangère à l'autorité concédante opère au fond comme un bouleversement économique. Il suit de là que ce n'est que dans la mesure où ces modifications auront le caractère d'un bouleversement de l'équilibre du contrat de concession qu'il y aura lieu à indemnisation. Voilà donc, on arrive au terme de cette dernière séance consacrée à la concession. Donc, je vous mets sur la plateforme de la faculté le cours intégral avec un résumé. Donc, vous pouvez travailler sur le résumé de ce cours, le support du résumé, et il y a bien sûr 8 enregistrements que vous pouvez écouter pour bien saisir ce cours de grand service public. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage et à très bientôt.